selon toute probabilité, jamais ne se devaient se rencontrer un loup gris et un mouton douessant, mais le destin est parfois surprenant. Ce loup féroce dans sa jeunesse avait pour l'heure l'œil tombant, le poil miteux et peu brillant, et semblait promener sa détresse. C'est que le pauvre animal épuisé ne dormait pas plus d'une heure chaque jour et traînait désespéré, cherchant un remède à son malheur. Pourtant, il avait bien tout essayé. Les sirops, potions et médicaments, la gymnastique, la course à pied, même à compter les moutons blancs. Mais sans doute était-ce là le problème, car sans cesse dans sa tête, ces animaux dansaient une gigue endiablée ou un requiem, et jamais il ne pouvait trouver de repos. Un jour, ses pattes le conduisirent vers des pâturages verdoyants. Et devinez ce qu'il y avait dedans. Des moutons douessants bien appétissants. S'approchant de l'enclos, il se dit peut-être qu'en mangeant cette bête noire, mes insomnies seront tout à fait finies, et que je ne boirai plus du noir. Et le plus rusé des moutons, apercevant ce loup pâle affaibli, mais quand même avec appréhension, lui demande « Que puis-je faire pour vous, cher ami ?» Le loup confia son égarement, son manque de sommeil, évidemment, et le mouton, avec sollicitude et pitié, lui répondit « Il vous faut changer de nourriture, immédiatement de nourriture. Ne plus croquer à pleines dents, nous, les moutons noirs ou blancs, être carnivore est une imposture, faites-vous donc végétarien, et comme nous, mangez de l'herbe, du maïs ou du foin. Votre ventre s'en trouvera fort bien, et vous pourrez ainsi brouter comme nous, sans envie de chasser, et dormirez comme un bébé. » Le loup suivit les recommandations, et ne mangeant plus un morceau de viande, dormit profondément des jours durant, sans faire de compromission. Les moutons, maintenant, étaient contents, et osaient même s'aventurer dans les bois. Mais il faut rester vigilant, ne jamais sous-estimer ses ennemis. À ce petit jeu, un agneau y perdit la vie, car le loup le croqua à beaucoup de temps. Bon, à l'idée, c'est assez naturel. Il revient de l'eau. Elle est la défenseuse des droits humains, la penseuse de ses conditions. Elle philosophe à pied avec ses mains, grimpe les escaliers, la serpillière en bandoulière. Elle pousse hier, aujourd'hui, sans lendemain, échouée dans le pain quotidien. Elle est l'éboueuse de la maison, l'infirmière des tristes missions, l'assistante sociale, l'assistante des sociales raisons. Et si aux droits humains, elle ajoutait les devoirs en jambes, en mains, à bras le corps, en cœur là-haut dans les étoiles, et très bas dans les cendres de nos vies et de nos morts, qui vont ensemble sur les chemins de leur destin. Et si le droit était un devoir de droit, peint avec nos sueurs et nos larmes, sans prendre les armes ni les honneurs, et si pleurer, parler, échanger, changer, recevoir, donner, étaient nos droits humains, qui s'inscrivaient sur des lignes rarement droites, mais courbes.
Ça va parler d'amour. Pour être pas très original. C'est une adaptation en fait, de deux poètes américains qui s'appellent Sarah Kay et Phil Kay. Et, bon, c'est pour ça que des fois ça peut peut-être être un peu bizarre parce que c'est une traduction littérale un peu arrangée. Donc ça s'appelle Quand l'amour. Je savais exactement ce à quoi ressemblait l'amour en 5e. Même si je ne l'avais pas encore rencontré, et même s'il ne s'était pas encore venu chez moi, je l'aurais reconnu tout de suite. Elle aurait eu une tresse. Elle porterait des kickers. Elle aurait pris le bus avec moi pour aller au collège. Et je savais, même si je cherchais au mauvais endroit, que je regardais dans les mauvais coins, elle serait là, j'en étais sûr. Et quand elle s'est finalement pointée, elle avait la coupe de Mireille Mathieu. Elle détestait le bus. À chaque fois qu'on essayait de s'embrasser, on avait nos appareils qui se choquaient. Elle devint la raison pour laquelle je mentais à mes parents. Je vais chez Nico. Elle attendait près du téléphone, car elle savait que si son père répondait, ce serait Allô? Allô? Je crois que ça a raccroché. Et ça a passé. L'amour a grandi, s'est tiré comme un trampoline. L'amour a changé. L'amour a disparu. Tombé comme des dents de lait, m'arrachant des petites parts de moi-même que je pensais avoir besoin. Elle m'avait subjugué comme le fait un magicien amateur dont tout le monde avait vu le truc, sauf moi. Je devais explorer d'autres routes, mais en fin de compte, ça n'avait pas d'importance. L'amour s'est éloigné pendant des années, et quand elle est revenue, je l'ai à peine reconnue. Elle n'avait plus la même senteur, elle avait des yeux plus noirs, un dos plus large. L'amour avait des taches de rousseur que j'ignorais, de nouvelles taches de naissance, une voix plus douce. Il y avait maintenant de nouvelles positions pour dormir, de nouveaux livres préférés. Elle avait des chansons qui lui rappelaient quelqu'un d'autre, des chansons qu'elle n'aimait pas écouter. C'est comme moi. Nous avons trouvé un banc qui nous allait bien, trouvé des blagues qui nous faisaient rire, et maintenant je fais des cookies au chocolat maison, qu'elle finira sûrement à son casse-dalle de minuit. Elle préfère toujours porter son vieux pige, elle sait exactement où elle va, c'est juste que ça lui prend 2 heures de plus. Elle fait beaucoup de bruit en mangeant, et elle utilise des emojis dans ses SMS. Des fois, ça craint. L'amour n'est pas ce qu'on attend, ce qu'on pourrait prévoir. Peut-être qu'il est à Paris, déjà endormi, ou à Brest, ou à Lyon, tout éveillé. Peut-être qu'elle n'est pas sur le même fuseau horaire, ou peut-être qu'il n'est pas prêt pour toi, ou peut-être que tu n'es pas prêt pour lui. Peut-être que l'amour n'est pas du genre à se marier. Et peut-être que la prochaine fois que tu le verras, ce sera 20 ans après un divorce. Il aura vieilli, mais tu le trouveras toujours aussi beau que dans ton souvenir. Peut-être qu'il est là juste pour un mois. Peut-être qu'il sera là pour chaque feu d'artifice, chaque fête, ou chaque visite d'hôpital. Peut-être qu'il voudra rester, peut-être qu'il ne pourra pas, peut-être qu'il ne devrait pas. L'amour apparaît exactement quand il est censé le faire, et il disparaît toujours quand il le doit. Quand il arrive, une petite mélodie commence, il te dit « Bienvenue, fais comme chez toi ». Et quand il s'en va, il faut lui demander de laisser la porte grande ouverte. Alors la mélodie s'arrête, on écoute en silence et on murmure « Merci d'avoir été là ». Puis je les ai enveloppés dans la chaude cape de mes pensées, puis déposé sur eux des baisers tendres qui sentent l'été, les murs et puis les dernières baies. C'est lors d'une longue nuit de septembre que je les ai accouchés. Je les ai sortis d'un voile noir, puis dans mes bras je les ai bercés. J'aurais aimé m'en occuper, les regarder pousser, les choyer, mais ils doivent apprendre à vivre sans moi, on ne fait pas des gosses pour soi. Je sais que la vie est dure, mais aux grands esprits et cœurs purs, les barreaux et les murs poussent à respirer un peu plus, des pensées qui, comme les quais, ouvrent toutes les serrures. Alors qu'ils soient fichés, catalogués, je m'en moque, ça n'a pas d'importance. Mais sur la page blanche, au matin clair, je les sais en sécurité. Le cahier, c'est ma liberté. Mais pour eux, je ne sais que trop. C'est une chambre bien trop petite, un filet plein à craquer, un bureau étroit, un casier, une cour de récré interdite, des masques qui empêchent de respirer. Une fois rentrés, on n'en sort pas. Ils sont bien là, mes gosses à moi. Je les sais ancrés sur le papier, heureux, je sais pas, mais je fais ce que je peux pour leur donner le meilleur de moi. Je tourne les pages de leur prison pour passer à une nouvelle histoire, mais toujours les mêmes sons des doigts sur les feuilles écornées, toujours le même échappatoire. Les gosses, j'en ferai des papillons pour qu'ils s'échappent de leur boîte noire. Car quand on ferme le cahier, la liberté est un triste soir. Mes gosses à jamais enfermés, chenilles de verre sur verre cendré, mes gosses pleurent des nuits si sombres où ma mine pâle creuse leur tombe.
Mes gosses ont faim de grands voyages. Et sur ces pages, David Conrad, en rate de pain, en rate de vin, en rate de nourriture à voler, en rate d'eau et de liberté. Mes gosses ont peur mais se plaignent jamais. Si belles ritournelles alambiquées qu'on fait tourner comme des soleils, en plein hiver pour se réchauffer. Mes gosses se moquent car s'émerveillent de tout ce qui sort de leur cahier. De tout ce qui sort du cahier, pardon. Le livre ouvert, je les réveille, puis ne cesse de les faire jouer. Mes gosses sont doux et puis ne s'essayent qu'à faire rêver dans leur sommeil les amoureux de liberté. Mes gosses portent mes mots audacieux pour étriper leur fier orgueil, s'amuser d'eux et s'en moquer, puis libérer les hirondelles. À défaut d'amour dans les yeux, des papillons roses et heureux qui sourient et miment quelques mots seuls, puis s'envolent en un battement d'ailes. Mes gosses, vous l'aurez compris, restent libres, même s'ils se sentent bâillonnés. À vous de lire ces quelques lignes, pour qu'ils puissent enfin s'exprimer. Mes gosses sont comme tous ceux de la terre. On les met au monde un beau jour, oui, le plus beau jour de l'univers. Puis on les guide, on les fait grandir. On ouvre les portes de la maison pour qu'ils ne se sentent pas en prison. On leur donne tout car on les aime, puis au matin clair, les mains qui glissent, les regards pétris de longueur, les pas s'en vont et les couleurs de nos mines pâles et déconfites laissent entrevoir l'hirondelle triste de nos cœurs qui pleurent la moiteur. L'odeur humide de notre maison vide, vide de nos gosses, vide de nos cœurs. Mais pour nos gosses, on veut qu'ils vibrent, qu'ils vivent, qu'ils rient, qu'ils sautent, qu'ils tentent, que jamais ils ne se cassent la gueule. Mes gosses sont comme les vôtres, je leur souhaite tout ce qui pourrait les rendre ivres de vivre et de bonheur, et que jamais ils ne se sentent seuls. Nos gosses sont comme nos plus beaux mots. On veut qu'ils chantent, on veut qu'ils volent, qu'on les bénisse de tout là-haut. On veut qu'ils rêvent, qu'ils fassent rêver. On veut qu'ils aiment. Il n'y a rien de plus beau. Ignorer ce qui me compose, faire abstraction des vibrations. Pour continuer, je suppose qu'on enterre le son des questions. Composition d'indifférence intensifie ma frustration. La partition se veut démence, elle remanie toutes mes fonctions. Ressembler à pas grand-chose, taire l'addiction des sensations. Pour avancer, je suppose qu'on enterre les visions de front. Explosion des croyances clarifie mon opinion. Une provision à la souffrance, celle qui pallie toutes mes saisons. S'excuser le temps d'une prose, air de confusion aux permissions. Pour terminer, je suppose que l'enfer a sa notion du bon. Palpitation, en l'occurrence, me traduit en dérision. Ma connexion sans providence se répartit dans l'érosion. Pas vraiment le choix, certainement son droit, mais moi, pour l'estomper, il me faudra m'effacer. Un mirage qu'il disait, mais l'évidence, je l'ai croisé. C'est-à-dire que ça s'est passé très loin d'ici. Et là-bas, en Islande. En Islande. Là-bas, en Islande, les hommes vivaient heureux, au bord de la mer. Et puis un jour, on ne saura jamais pourquoi, ils se sont tous précipités vers la mer, comme s'ils voulaient s'y noyer. Mais la mer était bonne à cette époque. Ce n'est que plus tard qu'elle deviendra mauvaise. Quand les hommes déverseront toutes sortes de déchets dans la mer, quand les bateaux vomiront leur pétrole, là, elle deviendra mauvaise. Mais à cette époque, elle était encore bonne. Et quand elle a vu tous ces hommes qui allaient se noyer, eh bien, elle les a transformés en phoques. Une colonie de phoques, pas tout à fait comme les autres. En effet, cette colonie de phoques-là avait la particularité de retrouver l'apparence humaine une fois par an, la nuit de Midsommar. Alors la nuit de Midsommar, il faut savoir que là-bas en Islande et dans tous les pays nordiques, c'est un peu l'équivalent de notre nuit de la Saint-Jean. C'est le solstice d'été, et on dit là-bas que cette nuit-là, il se passe des choses extraordinaires. Et en effet, c'était absolument merveilleux de voir tous ces phoques qui sortaient de la mer, qui s'avançaient en rampant vers une grotte d'où s'échappait de la musique et de la lumière. Et arrivé à l'entrée de la grotte, chaque phoque retirait sa peau de phoque et l'accrochait à un rocher, et ils allaient danser. Danser toute la nuit. Ils n'avaient qu'une nuit par an, ils n'allaient pas la passer à dormir, ça va de soi. Danser toute la nuit, danser. Il y a un pêcheur qui rentrait tardivement de la pêche. Il a vu au loin toutes ces peaux de phoque accrochées, il a entendu
la musique, il a vu la lumière, il s'est rapproché. Et là, toutes ces peaux de phoque accrochées sur les rochers, il a regardé à droite, à gauche, il n'a pas pu s'empêcher, il a pris une peau et il est rentré chez lui. Arrivé chez lui, il a mis la peau dans un coffre qu'il a fermé à double tour et il est allé se coucher. Le lendemain matin, il est revenu sur la plage. Ah ben là, tout était calme. Il n'y avait plus rien. Plus personne. Ou plutôt si, là-bas, tout au bout, il y avait une jeune femme, nue, qui pleurait. Alors il s'est approché d'elle et elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau et que désormais elle ne pouvait plus retourner sous la mer. Et elle lui a dit aussi qu'elle avait déjà 3 enfants sous la mer. Alors l'homme lui a proposé de venir jusqu'à chez lui, où il lui offrirait de belles robes. Elle a suivi. Elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire, elle l'a suivi. Puis, arrivée à la maison, les robes étaient tellement belles qu'elle a retrouvé le sourire et pour remercier l'homme, elle l'a embrassé et elle est restée chez l'homme. Elle est restée longtemps avec lui. Le temps a passé, ils se sont fiancés, puis ils se sont mariés. Et ils ont eu des enfants. 3 enfants. Mais souvent, le soir, au crépuscule, on voyait la femme sortir de la maison, s'avancer jusqu'à la falaise, et là, face à l'océan, prononcer cette phrase que j'entends encore, une phrase qui faisait comme ça: 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Un jour, le pêcheur a été appelé en urgence avec un autre pêcheur qui venait de s'échouer. Et il est parti comme ça, précipitamment, en oubliant la clé du coffre sur la table. Alors la femme, elle a vu la clé. Elle a ouvert le coffre et elle a retrouvé sa peau. Elle a endossé sa peau et elle est sortie de la maison. Elle est allée jusqu'à la plage. Elle a commencé à rentrer dans la mer. Et quand elle avait de l'eau encore à peu près jusqu'à la taille, elle a encore prononcé cette phrase. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Et elle a disparu dans l'océan. Le pêcheur, quand il est rentré, il a vu les enfants qui pleuraient, il a vu le coffre ouvert, il a compris. Il a compris qu'elle ne reviendrait jamais. Mais c'était un pêcheur, n'est-ce pas? Et pour gagner sa vie, il fallait qu'il retourne sur la mer. Alors il a pris sa barque et il est parti sur la mer. C'est un homme droit, un homme fier, qui ne regardait jamais derrière lui. C'est dommage, parce que s'il avait regardé derrière lui, il aurait vu qu'il y avait un phoque qui le suivait. Un phoque qui avait, comme qui dirait, des larmes aux yeux. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Quelquefois, les enfants du pêcheur allaient jouer sur la plage. Et là, indubitablement, on voyait un phoque sortir de la mer, se cacher derrière un rocher et observer avec beaucoup d'attention les évolutions des enfants. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Merci. Donc j'ai adapté un texte de René Vivien qui s'appelle La rançon, sur l'album. Et j'en ai adapté un deuxième depuis, qui s'appelle Ondine, qui sera peut-être sur un prochain album si on veut faire. Alors, La rançon.
donc en vain tu dissimules, m'en serre froidement comme des tentacules. Bien nous pénétrerons le secret du flot clair, et je t'adorerai comme un noyé, ma mère. Les crabes dont la faim se repère de chair morte, nous ferons avec joie une amicale escorte. Reine, je t'élevais, ce palais qui reluit du débris d'un vaisseau naufragé dans la nuit. Les jardins de coraux, d'algues et d'anémones, l'idée fleurit ce point au souffle des automnes. Burlesquement, avec des rires d'arlequin, nous irons à cheval sur le dos des requins. Tes yeux allumeront des torches de phosphore à travers la pénombre où ne les point l'aurore. Je suis l'être qui hier ton sein nu vint charmer, qui ne sut point assez te haïr ni t'aimer. Que tu mangeas ainsi que mange ton escorte, les crânes dont la faim se repaît de chair morte, et tu lanceras le visqueuse douceur du même enlacement que les pieuvres des sœurs. Bien, je t'accorderai ce roman qui m'accable, sans la paix du pardon profond et inéquitable. Bien, je t'entraînerai jusqu'au lit du flot clair, et j'aimerai ta mort dans la nuit de la mer. René Vivien, très bien. Bon, je vous fais la deuxième alors. Ondina, hein, c'est plus récent. C'est un peu des privilégiés. Ok. Ton rire est clair, ta caresse est profonde, tes froids baisers aiment le mal qu'ils font. Tes yeux sont bleus comme un lotus sur l'onde, et les lys d'eau sont moins purs que ton front. Ta forme fuit, ta démarche est fluide, et tes cheveux sont de légers réseaux. Ta voix ruisselle ainsi qu'un flot perfide, tes souples bras sont pareils aux roseaux.
Vous connaissez tous l'histoire du loup, le loup et l'agneau. Donc, et ben voici une petite variante qui va rejoindre un peu ce que Bruno nous a raconté. Un agneau se soulageait dans le courant du monde pur. Un garde champêtre survient qui cherchait avancement, et que lors de la relève, en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de polluer notre eau potable? Tu seras châtié de ta témérité. Mais c'est pas un peu de pisse qui va la polluer, monsieur? Tu la pollues, et je sais que de moi, tu m'édiles en passé. Insulte aux forces publiques, ça va te coûter cher. Mais c'était pas moi, monsieur. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. J'ai pas de frère. C'est donc un des tiens. Car vous nous épargnez la guerre. Vous les racailles des cités. On nous l'a dit à la télé. Il faut que je me venge. Là-dessus, au tribunal, le loup l'emporte, et en vertu des lois d'Ati, l'ovin est mis en rétention de sûreté, sans autre forme de procès. Force reste à la loi. Sur ce, un lion arrive, et dit au lion, au loup, « Bonjour, je viens déverser mes déchets toxiques dans la rivière, j'ai un permis de polluer. Mais faites donc, monsieur. Moralité, la raison du plus fort est vraiment toujours la meilleure. » Une époque où on doit lire entre les lignes, dans laquelle le dialogue ne se fait qu'à demi-mot. C'est à nous que revient d'interpréter les signes, langage universel de tous les sujets à quiproquo. La compréhension sous forme de points de suspension. Les non-dits entendus qui s'endorment sur le fond. Les propos sont aussi variés que les interprétations. Pas de médiateur au problème de communication, il risquerait d'insuffler un vent de trahison. Les paroles s'envolent et les écrits restent, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Les affabulations s'immiscent comme la peste, quand 4 vérités semblent déjà trop à écrire. Une époque où on manie la langue de bois, où chaque dire est gravé, taillé sur mesure. Peu d'échanges peuvent vraiment faire foi, surtout lorsque l'on donne dans la démesure. Certains ne se fient qu'à des sous-entendus, ne se souciant aucunement de leur crédibilité, ni de ceux qui ont la langue bien trop pendue. Par eux, la rumeur s'intensifie en toute tranquillité. Ce qui est fictif est amplifié, pire, déformé, et finalement, rien ne peut servir de vérificatif. Ce fait dessert aussi les plus mal informés, qui deviennent suspicieux et vindicatifs. S'enclenche alors la vendetta par les mots. Si le combat est à armes égales, on l'évite. Et ce sera à celui qui dégainera le plus vite, la sentence sera la destruction d'un ego. Une époque où la barrière du langage s'installe est une belle porte ouverte au monde du silence. Là où on ne lave pas en famille son linge sale, où les secrets ne sont plus violés à outrance. Dans cet univers insonorisé, le regard dit vrai. On en savoure son calme et son authenticité. C'est sans frustration que l'on peut s'y délivrer. Une fois entré, il est difficile de le quitter. Du monde du silence, l'on entend le brouhaha de ceux qui s'écoutent parler et oublient le voisin. On y apprend l'importance d'une seule voix. Nous ressortons de ce cocon sûr et certain que rien n'est plus dur que de se taire au bon moment. Vers cité, vers père, vers cité, la cité vers le père va. Le père est cité dans la cité, il a sa cité à sa cité. Le père est nommé dans la cité, représenté dans la cité, symbolisé dans la cité à satiété, le nom du père, la loi du père à satiété. La cité va vers le père, vers cité, cité, père, vers cité. Le père est cité dans la cité, il a sa cité à sa cité. Cité nommée, décidée, édictée, imposée. Le père va vers la cité. Commandé, ordonné, édifié, légiféré. Le père vers cité va. Vers la cité va, vers le père vers cité va. Financer, réunir, diviser, mentir. Le père vers cité va. Vers cité, père vers cité va. Seul, construire. L'art, patriarcat. Manipuler, disposer, art. Patriarcat. Hiérarchiser, assassiner, voler, patriarcat. Construire. L'art, patriarcat. Torturer, violer, soudoyer, patriarcat. Insulter, mépriser, détourner, patriarcat. Construire. L'art, patrie. La patriarcat, cité, à sa cité, à sa cité. Celle, mensonge. Patriarche, celle, mensonge, seul, songe, et gis, seul, en son songe, je gis. Et se tait, il se tait. Alors, je vais vous raconter un conte africain. Je ne sais pas de quel pays d'Afrique, je l'ai su, mais je l'ai dit. Enfin, peu importe. Ce conte nous parle d'un temps où tous les animaux avaient la même mère.
Alors, ça allait bien entre eux. Bon. Sauf qu'à un moment, il paraît que la mère est tombée malade. Et elle a appelé ses enfants pour qu'ils lui trouvent quelqu'un qui allait la guérir. Et la première qui est passée, c'était la poule. « Hé, la poule, je suis malade. Il faudrait que tu trouves un guérisseur. » Et la poule a dit « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis là avec mes poussins. Et je ne peux pas les laisser tout seuls. Non, c'est pas possible. Faut trouver quelqu'un d'autre. » Et la mère a dit « Trouve quelqu'un d'autre. » Et la poule a continué son chemin avec ses poussins. Et elle a rencontré son frère le hérisson. Hérisson, la mère est malade, il faut trouver un guérisseur, il faudrait que tu y ailles. Ah non, c'est pas possible, a dit le hérisson. Non, en ce moment, tu vois bien, le printemps arrive, je prépare la chasse, je suis en train de préparer toutes mes flèches là. Non, c'est pas possible d'aller chercher quelqu'un, je peux pas. T'as qu'à y aller, toi. Moi, je peux pas laisser mes poussins. Eh ben, t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Et la poule a continué son chemin avec ses poussins. Et puis, elle a rencontré la tortue. Ah! Ma sœur, la tortue. Dis donc, la mère est malade, il faut trouver un guérisseur. Tu pourrais pas aller en chercher un? Oh non, pas maintenant. Regarde, tu viens juste de finir ma maison, je peux pas la quitter maintenant, c'est pas possible. Ah non, il y a toute la déco à faire et tout. Non, c'est pas possible. T'as qu'à y aller, toi. Je peux pas laisser mes poussins. T'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Et la poule a continué son chemin. Un petit peu plus loin, elle a rencontré une araignée. Ah, ma sœur l'araignée, la mère est malade, il faut lui trouver un guérisseur. Va donc lui chercher un guérisseur. Ah non. Ah ben non. T'as vu le temps qu'il fait? C'est le printemps, je suis en train de tisser. Bientôt, ça sera la grande fête de printemps et il faut que je me fasse une robe et j'ai pas encore fini de tisser. Je vais pas avoir le temps de faire ma robe si je vais chercher quelqu'un. T'as qu'à y aller, toi. Ben, je peux pas. Je peux pas, je suis avec mes poussins et je peux pas les laisser tout seuls. Et ben, t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Et la poule a continué son chemin jusqu'à un arbre creux où il y avait des abeilles. Alors elle a interpellé une abeille. « Hé, l'abeille, dis donc, la mère est malade, tu pourrais pas aller chercher un guérisseur pour elle ?» « Oh, écoute, t'as vu le temps qu'il fait, c'est le printemps, là, on n'arrête pas de travailler, nous, c'est pas le moment. T'as qu'à y aller, toi. » « Je peux pas, je suis avec mes poussins et je peux pas les laisser tout seuls. » Bon, d'accord, a dit l'abeille. D'accord, je vais y aller. D'abord, je connais un guérisseur, il prend souvent de mes produits, je vais aller le chercher et il va soigner la mère. Et l'abeille est partie. Et elle a trouvé le guérisseur qu'elle connaissait et qui lui prenait souvent du nectar, du pollen, enfin... Et le guérisseur est allé voir la mère. Et il l'a guérie. Ça, la mère était contente d'être guérie. Et du coup, elle a rassemblé ses enfants. Et elle leur a dit, la poule, t'as fait tout ce que t'as pu et je t'en remercie. Et j'espère que tes poussins vont bien. La poule a caqueté, elle a dit que ses poussins allaient bien. Toi, le hérisson, ah, il fallait que tu prépares la chasse, que tu fasses tes flèches, et tout ci et tout ça. Eh bien, écoute, à partir de maintenant, tes flèches, tu vas les porter sur ton dos. Et depuis, le hérisson porte ses flèches sur son dos. Toi, la tortue, ah, tu pouvais pas quitter ta maison. Il fallait que tu restes à ta maison, que tu prépares la déco et tout. Et tu pouvais pas aller chercher un guérisseur. Eh bien, ta maison, tu la quitteras plus. Tu vas l'avoir sur ton dos. Et depuis, la tortue est toujours dans sa maison et elle ne peut la quitter.
Et toi, l'araignée? Ah, tisser, tisser, tisser pour te faire une robe de fête. Eh bien, tu tisseras toujours. Ah, ça pour tisser, tu tisseras, mais jamais de robe tu ne feras. Depuis, l'araignée tisse, mais on ne la voit jamais en robe. Quant à toi, l'abeille, tu es allé chercher ce guérisseur, et il m'a guéri. Alors, je vais te donner quelque chose, un don. Avec le nectar que tu iras chercher dans les fleurs, tu vas faire du miel. Et il sera très apprécié des autres. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais l'histoire n'est pas terminée, car elle est aussi d'aujourd'hui. Il paraît qu'aujourd'hui, nous avons tous la même mère, la terre. La terre-mère est malade. Les poules sont en cage, et on broie leurs poussins. Les hérissons se font écraser sur nos routes. Les tortues s'étouffent dans nos sacs plastiques. Les araignées tissent toujours des rideaux à nos fenêtres. On ne les aime pas pour autant. Et les abeilles, vous savez qu'elles seront en réserve. Alors, qui va aller chercher le guérisseur? Merci de m'avoir écouté.